À l'émission de Touche à tout ce soir, je n'ai qu'une seule invitée. Et vous allez voir qu'on va être capable de remplir toute la période ensemble. J'ai la directrice de l'organisme qu'on appelle ici, dans la région, justement, ICI, ICI, qui veut dire Intégration communautaire des immigrants. J'ai Mme Eva Lopez. Madame C'est un Lopez, plaisir. bonsoir. Oui, bonsoir. Es muy feliz de poder hablar un poquito español. Claro que sí, vamos a hacerlo en español si es necesario. Oui. Alors, je m'amuse à parler un petit peu espagnol parce que Mme Lopez, vous êtes colombienne d'origine. Oui, colombienne d'origine, effectivement. Et vous êtes dans la région de Thetford depuis combien? Dans la province, au Presque Canada? 27 ans. On dit que qui prend mari prend pays. Donc, voilà. vous êtes ici par amour. Par amour, c'est la faute de l'amour. Oui, es la misma cosa para mi profesora de espagnol, la señora oui. Margarita Rosa Espino. Exact, oui, c'est ça. C'est la même chose pour mon professeur d'espagnol. Donc, vous êtes à la tête d'un organisme qui s'appelle ICI. On va dire ici, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est cet organisme-là? Intégration communautaire des immigrants, communément appelé ici, c'est un organisme qui travaille à l'accueil et à l'intégration des personnes immigrantes qui arrivent sur le territoire de la MRC des Appalaches. C'est un organisme qui est né avec un propos très précis, c'est de développer la régionalisation de l'immigration dans la région. Faire en sorte que les immigrants découvrent quelles sont les opportunités d'emploi et de formation sur place et aller les chercher directement à Montréal ou directement dans leur pays parce que nous, on a beaucoup de clientèle qui communique avec nous de l'extérieur du Canada, qui s'apprête à venir au Canada et qui a besoin de services pour s'installer directement dans cette MRC. Alors, nous, on offre tous les services de A à Z. Ça veut dire la recherche de logement adapté au budget et au format familial, l'inscription des enfants aux écoles et garderies, la recherche d'emploi, l'accompagnement, le référencement pour la recherche d'emploi. On a aussi le référencement à différents organismes pour compléter l'offre de services locaux, fait que la personne immigrante qui arrive et qui passe par nos services ne sera jamais laissée à elle toute seule. On va toujours l'accompagner et lui donner tous les outils nécessaires pour qu'elle puisse réussir son intégration socio-économique chez nous, ici. Ça fait combien d'années que l'organisme existe? Il a commencé toutes ces petites pas, ça fait 20 ans, mais officiellement avec une structure conseil d'administration, subvention, support et avec tout l'appui gouvernemental avec le ministère de l'Immigration du Québec, le ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion. Normalement, on l'appelle le MIDI. C'est avec le support du gouvernement qu'on peut développer toutes ces activités-là. Et ça fait 15 ans officiellement. Oui. On vient tout juste de fêter notre 15e anniversaire. C'était une très belle fête où nous, on mettait en valeur l'apport de l'immigration, l'entrepreneuriat immigrant et des histoires à succès qu'on a beaucoup à répétition dans notre organisme. Et qu'est-ce qui fait que cet organisme-là existe dans la région? Vous êtes à la tête de ça depuis les tout débuts. Est-ce que vous avez voulu combler un besoin que vous avez senti quand vous êtes arrivé? Oui, un besoin ressenti personnellement, mais aussi ressenti dans la communauté que je pouvais côtoyer et qui était aussi immigrante. Quand je suis arrivée ici, il y avait 0 service pour les immigrants. Un immigrant, oui, même si la région a été d'une certaine manière habituée à l'immigration dans la période de la mine et dans d'autres parties de l'histoire, il n'y avait aucun service adapté pour les immigrants. Moi-même, je ne savais pas qu'il y avait des services pour les immigrants au Québec. Et ces besoins-là, c'est spécial parce que quand je suis arrivée ici, quelques semaines plus tard, quelqu'un est venu frapper à ma porte pour me demander un service. Qu'est-ce que j'ai pu faire avec ma femme? Ma femme, on s'est rencontrés, on va se marier, mais j'ai aucune idée de quoi faire avec elle. Fait qu'il fallait les guider par rapport à la documentation, par rapport à tout ça. Après ça, c'est un cas de violence conjugale. Madame Lopez, pouvez-vous nous accompagner? Et petit à petit, il y a un ensemble de problématiques qui sont présentées et qui découlaient surtout du fait que les personnes ne parlaient pas la langue, ne parlaient pas français.
Et ça, c'est un handicap temporaire, mais c'est un handicap. Quand on arrive et qu'on n'est pas capable de communiquer, qu'on ne sait pas quels services sont disponibles, rien, alors j'ai frappé à la porte du ministère de l'Immigration pour demander un cours de francisation. Parce qu'on avait fait les démarches avec la commission scolaire, mais les petits groupes comme ça, c'est difficile à faire fonctionner un groupe de francisation avec un petit groupe et avec une assiduité variable. Alors, il fallait trouver un moyen. Et le ministère de l'Immigration nous a dit, oui, on va vous ouvrir un cours de francisation, effectivement. On a commencé comme ça. La Caisse populaire, à l'époque, était sous la gouverne d'un homme très généreux qu'on a rencontré, qui était M. Claude Gagnon. Oui. Un homme qui a cru à nous et qui nous a permis d'utiliser un local de la Caisse populaire pendant 10 ans. Lui, il nous a permis de nous installer là pour les premiers cours de francisation. Et après, le ministère de l'Immigration a considéré que l'impact de nos actions justifiait un investissement. Fait qu'on a eu la première subvention pour créer un programme d'accueil et d'intégration comme il se doit. Et on est devenu un partenaire direct à la mission du ministère de l'Immigration suite à ces initiatives-là. Et cela nous a permis de contacter les employeurs de façon plus formelle, parce qu'on le faisait avant, mais de façon bénévole et de façon un peu efficace, oui, mais sans l'encadrement qui peut donner un conseil d'administration, une structure d'organisme communautaire comme il se doit. Et donner une certaine crédibilité. Une crédibilité, oui, et la certitude que la personne immigrante, elle reçoit des services publics auxquels elle a besoin, mais dans le cadre d'un programme dûment organisé dans ce sens-là. Alors, la régionalisation de l'immigration est devenue pour nous les noyaux, les pivots de l'organisme. C'est amener les gens ici dans le respect, dans la solidarité, les aider à trouver un emploi, les aider à s'organiser convenablement dans leur nouvelle société, comprendre mieux c'est quoi vivre au Québec, c'est quoi vivre à Thetford-Mines. Et tout cet accompagnement, c'est très personnalisé et adapté à chaque personne. Il n'y a pas un service mur à mur pour tout le monde pareil, non. On s'adapte selon la clientèle qu'on a devant nous et on les respecte, on les traite avec le respect qu'ils méritent et on les encourage, on les réfère à différents services dans la région, fait que ça permet de dire qu'on a des histoires à succès à répétition et qu'il y a une pertinence avec l'existence de cet organisme. Mais il faut préciser, d'ailleurs, juste avant l'émission, je vous en parlais, puis j'ai été très surpris. Là, ça ne s'adresse pas juste à des personnes latinos qui parlent espagnol. Là. Non, absolument pas. Je ne veux pas de ghetto. Non, mais vous m'avez dit que ça a touché jusqu'à 67 nationalités. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on est fièrement positionné sur le fait qu'on a fait venir 67 nationalités qui sont installées dans la région, qui sont bien répertoriés et bien accompagnés. Et ce sont des gens qui viennent de plusieurs pays de l'Afrique. Presque toute l'Amérique latine est représentée. Il y a des gens qui viennent des États-Unis, parce que si on est aux États-Unis et on décide de venir vivre ici, on est un immigrant. Il y a des gens qui viennent de l'Europe, de l'Asie, de partout les continents, des 4 coins du monde. On peut le dire littéralement. Oui, c'est ça. Alors, c'est 67 nationalités, un petit nombre, logiquement, mais des nombres qui vont s'agrandir parce que les familles sont contentes, ils font venir la parenté, ils font venir des amis. C'est un très bon moteur de régionalisation parce qu'une famille qui se plaît, qui est satisfaite de son accueil, de son intégration, qui a un bon emploi, que les enfants vont bien à l'école et tout, c'est un promoteur de la région par la suite. Fait que ça, c'est très, très bien et on accompagne toujours les personnes qui viennent avec l'intérêt de venir, de s'installer et de rester, malgré le fait que s'attacher et développer une appartenance à la région va prendre un temps
avant de pouvoir dire je ne vais pas bouger d'ici, je vais rester ici. Oui. Mais il se prend un délai. Tout dépend des les gens qui arrivent, les immigrants eux-mêmes, parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable de s'intégrer facilement. Oui, ça dépend de leurs il y a un attentes, processus, oui. leurs attentes, leur attitude, la qualité d'emploi qu'ils vont trouver ici. Comment ils vont, les enfants à l'école, ma femme, mon mari, est-ce qu'on a réussi à décrocher des emplois, est-ce qu'on est capable de vivre convenablement. Fait qu'il y a différents facteurs qui font en sorte que les gens restent ou quittent. Et si nous quittent, c'est bien normal. On n'a pas à considérer que la région n'est pas bonne juste parce que les gens nous quittent. Non, il ne faut pas penser comme ça. Donc, c'est très évident, peu importe la langue. Peu importe la langue. On a un cours de francisation même à l'intérieur de notre organisme. C'est le début de notre organisme, c'était un cours de francisation et il demeure. On a francisé presque 200 personnes jusqu'à aujourd'hui durant le temps qu'on est en activité. Et c'est une classe où on peut trouver une douzaine de pays différents. Les gens ne parlent pas la langue, fait qu'ils apprennent ensemble. Et on va fêter la petite fête de fin de session et la fête de Noël pour la classe de francisation. Et c'est très intéressant parce que c'est toujours la diversité culinaire. On trouve des plats à couper le souffle. Il y a beaucoup d'amitiés qui se tissent à l'intérieur de ce groupe de gens qui ne se connaissaient pas, qui ne parlaient pas la langue et qu'à la fin, ils parlent la langue commune qui est le français. Vous m'avez dit avant l'émission que dans la région, on aurait jusqu'à 600 personnes immigrantes. Oui, absolument. Oui. Moi, je c'est beaucoup, avouer, je suis surpris, agréablement. Agréablement surpris, oui. On ne les voit pas, on les voit un peu, mais parfois on ne les voit pas parce que ils sont tout le temps en emploi, sont occupés, ils ne se promènent pas en caravane, mais ils sont là. Et on a, comme je vous dis, presque ces 4 coins du monde, de tous les continents, il y a des représentants dans cette région. Et ces personnes-là, ils vont bien. Alors, 600 personnes qui ne sont pas visibles nécessairement, mais qui sont là. Moi, j'ai déjà eu le plaisir de participer à votre festival ethnoculturel. Oui. Et je me souviens d'une année particulière, je vous en ai parlé juste un peu avant l'émission. Il y a une année, là, il tombait des clous cette journée-là. Oui, et vous avez dû prendre tous vos effets et on s'est retrouvés dans le sous-sol de l'église Notre-Dame. Notre-Dame, exact. Et vous aviez comme invité pas n'importe qui, Boucard Diouf. Exact. Mais moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est peut-être parce que je suis gourmet puis gourmand, c'est la variété des plats qui étaient offerts là, de tous les pays. Et les gens étaient fiers de présenter le plat. On passait avec nos assiettes. Puis là, ils nous vantaient les produits. J'ai tellement aimé ça, moi, cette journée-là. Mais le festival n'existe plus. Hein? Non, malheureusement. Il a vécu une courte vie, 7 ans. Où on a fait découvrir des savoirs. Les slogans, c'était faire le tour du monde sans sortir de la région. Oui. Et on l'a gardé. Ça va rester avec toutes nos activités. C'est toujours venez faire le tour du monde sans sortir de la région parce que c'est littéralement ça qu'on fait. Alors, il y a des banquets et actuellement, depuis 14 ans, on participe à la fête de la Saint-Jean à Blackley avec une invitation on est très content d'être là et dans notre kiosque qui est financé par la fête de la Saint-Jean, on a l'opportunité de mettre à table une gamme de saveurs et de produits qui viennent de partout et c'est drôle. Parce qu'il y a des gens qui sont très curieux. Il y a des gens qui ont le palais aventurier, comme vous, qui aiment ça goûter. Mais il y a d'autres qui... Oh, c'est quoi ça? C'est dégueulasse! Mais il se prend un ami qui goûte pour les faire goûter. Et après ça, ils viennent à chaque année. Fait qu'on a une clientèle très fidèle. Ils viennent voir c'est quoi qu'il y a cette année, nanana. Et c'est merveilleux. C'est une belle façon de sensibiliser les gens par rapport aux différences, par rapport au goût, par rapport aux gens. Et le festival ethnoculturel a vécu 7 ans de succès. On avait des gens qui venaient voir les danses étrangères, les artistes qui on faisait venir, la bouffe qui était servie.
Et malheureusement, Patrimoine Canada a arrêté de subventionner et le ministère de l'Immigration aussi, fait qu'on s'est retiré de cette activité. Mais il y a eu une nouvelle initiative de la ville de Thetford cette année qu'on a beaucoup appréciée et où on a fait venir beaucoup d'immigrants de la région, on les a invités, on s'est collé au téléphone, venez, il y a une très belle fête. C'était un succès, c'était une très belle fête. Là, c'est la ville de Thetford qui l'a fait, une belle initiative. L'initiative, mais c'était pour les nouveaux citoyens, peu importe la provenance. Un nouveau citoyen qui pouvait arriver de la région de Hull, Ottawa. Oui, de Saint-Georges. Mais moi, quand j'étais absent cette fin de semaine-là, mais quand j'ai vu des photos, j'ai dit, ah tiens, ici était là. Vous êtes connu. Et alors, vous étiez là. Oui, on a eu la chance aussi, Radio-Canada, pendant la semaine, m'avait téléphoné, il voulait faire un reportage sur notre organisme et sur l'immigration, la régionalisation. Fait que moi, j'ai profité pour dire, venez à la fête des nouveaux citoyens, on a besoin de vous là. Et il était un peu hésitant, il voulait aller à Saint-Georges. J'ai dit, non, la fête se passe ici, venez nous voir. Et on a eu la chance de cette belle vitrine de Radio-Canada avec Sophie Langlois, qui est venue faire un reportage partout en Beauce, mais qui nous a insérés dans son affaire. J'ai adoré, quelle belle vitrine. Et notre kiosque était là, encore une fois, avec des mets à faire goûter, des choses différentes. Les communautés étaient là, on avait un bon échantillon de toutes ces 67 nationalités. On les a invités directement par téléphone, par courriel, parce que c'est une fête qu'il ne faut pas manquer, c'est vraiment très intéressant. Et ça va revenir? J'espère, je ne sais pas. C'est la ville qui décide, mais je pense qu'ils sont partis par la bonne voie. Alors, quand on croisera le maire Brousseau, on lui demandera à Marc-Alexandre. Oui, c'est ça. Vous avez aussi, dans la région, on a vécu aussi une expérience assez extraordinaire, puis ça a fait les manchettes provinciales et même nationales. Quand il y a une entreprise à Sainte-Clotilde qui a embauché beaucoup de Latinos. René Matériaux Composite. Alors, j'imagine que vous étiez au cœur de ce projet-là. Absolument. C'est moi qui ai parti le projet avec Sainte-Clotilde de Beauce. Oui, avec M. le maire, M. Lucier, Jacques Lucier, que j'aime beaucoup, avec qui on a fait des folies ensemble. On a travaillé ce projet-là. Et c'est un incubateur de régionalisation. C'était une belle expérience pour moi, personnellement, parce qu'il y avait un groupe de personnes au village qui s'impliquaient directement. Il y avait Sœur Micheline qui nous a monté une petite friperie pour aider les familles à se faire, à aller chercher le stock qui avait besoin. Il y a Mme Paulette Pomerleau et Jacques Lucier qui travaillaient, les maires, la conseillère, qui se sont impliqués à plein pour vraiment motiver la communauté à accueillir ces familles-là, des familles qui sont venues contribuer autant dans les entreprises qu'à niveau local. Malheureusement, les familles nous ont quittés du village, mais pas de la région. Les familles se sont déménagées à Saint-Georges, à East Broughton, à Thetford. Il y a d'autres petits villages autour sans nous quitter. Il y a des gens qui sont restés directement sur le territoire. Et c'est très parfait, c'est bien correct, parce que le problème, c'est qu'à Sainte-Clotilde, il y avait des logements insalubres. Et on s'est rendu compte après les avoir loués. C'est inconfortable pour les familles qui sont très fières, qui veulent vivre dans un milieu sain pour elles et pour leurs enfants. La distance pour venir à l'école polyvalente, c'était aussi un problème. Les services. Quand on vient à Thetford pour faire l'épicerie et qu'on voit que c'est une ville un peu plus grande et qu'il y a des services, c'est attirant pour les familles. Saint-Georges, c'est la même chose. Alors les familles ont décidé de quitter et il y a qui ont des pincements au cœur, qui souffraient de l'idée de quitter leur petit village, mais il convenait mieux aux familles de partir de là. Alors, Sainte-Clotilde, je le serai toujours reconnaissante à ses maires, qui est un fou que j'adore, et à sa conseillère, à Sœur Micheline et à leur équipe, parce qu'eux, ils ont l'école, juste prendre les enseignants à l'école. Il y a eu une dynamique qui s'est développée, français, anglais et espagnol. Les enfants, ils passaient d'une langue à l'autre, des petits mots, mais c'était une manière de dire « vous êtes bienvenus ». La pancarte d'entrée « Bienvenue à Sainte-Clotilde » était traduite en 3 langues. Anglais, français et espagnol. Ça, c'est des clins d'œil. On dit « bienvenue » sans dire « bienvenue ». C'est tout simplement avec des actions comme ça. C'était formidable. On a vécu une très belle expérience
Et la beauté de la chose, c'est que les gens ne nous ont pas quittés. Ils ont tout simplement cherché un peu mieux à l'extérieur. Quand vous dites ça, justement, on entend très souvent des gens dire « Ah oui, on reçoit des immigrants, mais finalement, ils ne restent pas puis ils s'en vont à Montréal. » Oh. Parce que la communauté est plus grande, tout ça. Mais si on a 600 personnes immigrantes dans la région, on a un pouvoir de rétention. Là, Absolument, aussi. il est réel, ce n'est pas une hypothèse. Et il ne faut pas s'angoisser. C'est ce regard que je n'aime pas beaucoup quand on dit « Ah, ben ils nous quittent tous, on n'est pas bon, on ne les accueille pas. » Non, au contraire. Si les familles restent encore, si on achetait leur maison, s'ils prévoient acheter des maisons, c'est parce qu'ils se sentent très bien à Thetford. Et le phénomène de mobilisation est très correct et c'est normal. C'est comme n'importe quel Québécois qui cherche un meilleur emploi ailleurs ou qui va aller chercher. Il y a des problématiques dépendamment des familles. Il y a des familles qui ont une difficulté à s'adapter au petit milieu. Mais de manière générale, les gens se plaisent ici, sont contents de rester ici, ils achètent leur maison, ils envisagent un achat de maison. Les enfants vont bien à l'école, les enfants apprennent, ils se font un réseau de petites amies aussi. Maman travaille, papa travaille, la vie est belle. Alors il y a des choses qui attachent, qui créent un sentiment d'appartenance à la région, mais ce sentiment se fait graduellement. Oui. Ce n'est pas d'un coup parce qu'ils sont pas nés ici. Leur pays à eux restera toujours dans leur cœur. Mais ils s'attachent tranquillement au point d'acheter une maison et de ne pas vouloir partir. Ceux qui nous quittent, c'est parfait. Ils vont aller chercher quelque chose ailleurs qui va être probablement mieux. Tout comme nous, on c'est peut tellement humain et pour... naturel. Pour moi, ce n'est pas un problème. Pas du tout. Au contraire. Si la famille va être mieux ailleurs, je l'aiderai à plier bagages. J'ai aucun problème avec ça. En 15 ans, il y a combien de personnes qui ont eu recours à vos services? Voilà une question. C'est une belle statistique à me demander. Je ne voudrais pas vous tromper avec les chiffres, mais on avait un territoire très vaste, Chaudière-Appalaches, au grand complet. On était mandaté pour faire la promotion de Chaudière-Appalaches et pour placer des personnes un peu partout. On a réussi à placer, si je dis bien, avec les personnes qu'on a installées directement et celles qui sont venues par la suite, on peut aller facilement dans les 2000 personnes. C'est beaucoup de monde. Mais ce sont des gens qui se sont installés, qui sont bien. Il y a des gens qu'on a accompagnés. Une fois qu'ils se sont rendus par eux-mêmes, on les a accompagnés aussi pour mieux comprendre leur région, pour mieux comprendre comment ça marche. Parce que quand on arrive d'un pays étranger, on est déboussolé. On peut être très scolarisé, mais on ne sait pas quels sont les services existants parce que dans nos pays, ils ne sont probablement pas existants. Fait qu'il faut leur donner des points de repère, il faut les référer aux bons endroits, il faut qu'ils apprennent à faire un club de recherche d'emploi, par exemple. Il faut qu'ils apprennent à faire un CV adapté aux employeurs de la région. Fait que dans ce sens-là, on travaille dans un réseau à niveau provincial qui s'appelle le réseau RORIC, réseau des organismes de régionalisation de l'immigration du Québec, et on travaille ensemble pour les préparer à Montréal quand ils quittent pour les régions. Et aussitôt qu'ils arrivent ici, s'ils n'ont pas passé par les parcours nécessaires pour décrocher un emploi, on va les référer aux organismes locaux. Mais de façon générale, les gens sont très bien organisés et ont une certaine autonomie qui s'impose dans leur parcours et qui leur permet de se donner des ailes et de s'envoler de façon très autonome et efficace. Je vais vous poser la question de 100 000 $. Oui, je vais le savoir tout de suite. Ça coûte combien recourir au service de ici? 0. C'est totalement gratuit. Mais vous prenez votre argent où? Du ministère d'immigration. C'est l'argent public, logiquement. Oui, okay. Oui, ça vient du ministère d'immigration. On travaille avec 4 programmes. Il y a le programme qui s'appelle Mobilisation Diversité, qui c'est celui qui nous amène à Montréal pour recruter ou qui nous permet de faire mobiliser littéralement les immigrants vers la région. Il y a un autre qui s'appelle Réussir l'intégration, qui est celui qui concerne la recherche de logement, les inscriptions aux écoles et garderies, tous les services de base nécessaires pour les personnes immigrantes.
Il y a une autre qui est la francisation. Pour pouvoir offrir les cours de francisation, on offre 12 heures par semaine, 4 jours par semaine, 3 heures par jour. Et ce sont les cours de francisation, 3 sessions par année. On ne fait pas en été, mais on fait hiver, printemps, automne. Après ça, on a le soutien à la mission, qui est la subvention qui finance le logement, l'électricité, etc. Et on a un logement qui est offert gratuitement pour les personnes immigrantes qui viennent passer des entrevues à la région ou qui arrivent directement de leur pays ou qui ont des situations de difficultés particulières, qui ont besoin d'un hébergement urgent. Nous, on va les héberger gratuitement et ce service est financé entièrement par la MRC des Appalaches. On est très reconnaissant de l'avoir parce qu'il est vraiment très important. Malheureusement, le temps de l'émission est déjà écoulé, Madame Voilà, Lopez. je reviendrai. Alors, merci beaucoup. Hein? Oui, Muchas merci à vous. gracias, señora. Muchas gracias a ustedes. Et j'avais le plaisir de recevoir la directrice de l'organisme ICI, c'est-à-dire Intégration communautaire des immigrants. Je vais faire un petit mot en espagnol. Integración Comunitaria de los Inmigrantes. Exactamente. Exactement. Oui. Alors, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.